Le monde est arrivé à un carrefour de l'histoire moderne. Si le monde devait poursuivre dans la voie actuellement choisie par mon gouvernement et quelques autres, la civilisation serait plongée pour une génération ou plus dans un âge sombre mondial comparable à celui qui a frappé l'Europe il y a environ 750 ans. Nous ne devons pas prétendre que le danger n'existe pas, mais nous devons aussi nous engager dans l'alternative pleine d'espoir que les gouvernements avisés préféreront. C'est pourquoi je parlerai avec franchise, mais aussi avec optimisme, d'un deuxième carrefour, le Moyen-Orient. Aussi loin que remonte l'histoire connue de la civilisation, bien avant la découverte du pétrole, le Moyen-Orient a été le carrefour stratégique de l'Eurasie et de l'Afrique réunies, comme il l'est aujourd'hui. Avec ou sans pétrole, l'importance stratégique historique du Moyen-Orient, pour lui-même et pour le monde, se poursuivrait. Compte tenu de la situation désespérée dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui, nous ne pouvons pas être naïfs au point de supposer que des puissances qui peuvent être grandes, ou même simplement puissantes, réagiront de manière sensée aux faits stratégiques pertinents de la situation. Donc, comme depuis une station spatiale en orbite, observons l'écologie passée et présente de cette région de la biosphère mondiale. Dans notre imagination, observons le processus historique à long terme de la fonte du grand glacier eurasien il y a environ 19 000 ans, lorsque le niveau des océans était inférieur d'environ 400 pieds à celui d'aujourd'hui. Observez l'évolution de la région méditerranéenne au cours des millénaires suivants. Observez la phase ultérieure de grande dessiccation des régions désertiques, autrefois riches, du Sahara, du Golfe et de l'Asie centrale. Ce panorama du temps passé nous rappelle, de la manière la plus utile qui soit, un fait que nous connaissons déjà. Le facteur économique stratégique le plus important dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient aujourd'hui n'est pas le pétrole, mais l'eau douce. Bonjour et bienvenue à tous de quelques pays d'où vous venez et d'où vous nous écoutez. Nous organisons cette conférence sur le plan Oasis pour injecter une perspective d'espoir et montrer une voie de sortie à cette situation qui est autrement désespérée, extrêmement dangereuse et catastrophique en Asie du Sud-Ouest. Si on ne remplace pas cette présente escalade qui pourrait très rapidement tourner en guerre régionale totale, voire même en guerre nucléaire mondiale, qui signifierait alors la fin de l'espèce humaine sur cette planète. Afin d'éviter ce danger à très court terme, ce qui est nécessaire, c'est un saut cognitif pour conceptualiser une approche totalement différente pour définir les intérêts économique et de sécurité des Palestiniens, des Arabes en général, mais aussi des Israéliens et de tous les pays de la région dans son ensemble. Pourquoi je dis cela? Ce qui s'est produit les 6 derniers mois est sans précédent dans toute l'histoire humaine. Un génocide que nous voyons en temps réel, transmis en live depuis le champ de bataille de Gaza sur tous les salons, sur la télé, dans tous les salons des auditeurs internationaux. Donc, il y a eu l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a causé 1200 morts dans les villages israéliens. Et la sympathie de la plupart du monde est allée avec le peuple israélien. Mais cela a changé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Des milliards de gens ont pu voir avec leurs propres yeux, sans filtre, par des commentateurs en direct à la télé, ce qui se passait réellement. Et ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu une contre-réaction mesurée par un pays qui était sous attaque, mais un nettoyage ethnique sans fin dans une toute petite portion de territoire avec des technologies les plus évoluées, des forces militaires les plus développées dans le monde, en utilisant l'intelligence artificielle pour cibler les combattants du Hamas et au même moment empêcher les gens d'avoir accès à l'eau, à la nourriture, aux soins, à l'électricité, à des logements, des vêtements, tout ce qui est l'hygiène, dans une
face à une population qui est totalement désarmée. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les pertes du côté palestinien ont atteint plus de 33 400 personnes, dont 17 000 sont des enfants. Ça veut dire que 44% de tous les gens qui ont été assassinés sont des enfants. Et plus d'1 million de personnes aujourd'hui sont en train de mourir de faim immédiatement. C'est pourquoi il y a eu des centaines de milliers de gens dans les rues des pays islamiques, aux États-Unis, dans les pays européens et même dans les universités. Après l'attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, le commandeur en chef du commandement américain, le général Michael Kurilla, a présenté Israël et le chef des armées israéliennes, qui s'appelle Herzi Halevi, le ministère de la Défense, M. Gallant, et le centre des commandes d'Air Force. Et les médias occidentaux sont en train d'aujourd'hui de faire le buzz sur une possible attaque iranienne sur différentes cibles. Donc, ça pourrait très vite se développer dans une guerre régionale, voire une guerre globale. Et malgré cette escalade, et à cause de tout ce qui s'est passé, c'est d'une urgence sans précédent qu'une approche complètement différente soit introduite, soit mise sur la table, ce qu'on appelle le plan Oasis, qui avait été proposé alors en 1975 par mon défunt mari, Lyndon LaRouche. C'était basé sur l'idée de créer justement un projet pour les Palestiniens et les Israéliens pour remplacer justement le sentiment très fort d'injustice, de souffrance, de désespoir, de haine aussi des gens les uns contre les autres, et mettre en place une perspective de développement économique mutuel qui créerait justement les conditions d'un futur meilleur pour toutes les générations à venir. Pour les Palestiniens, c'est d'une importance vitale, même pour leur existence. Et pour les Israéliens, ils devraient écouter ceux qui les mettent en garde justement du changement de perception du monde vis-à-vis de leur politique, comme Ami Ayalon, par exemple, l'ancien directeur du Shin Bet, qui était là en poste au moment des accords d'Oslo. Dans un article justement du journal Foreign Affairs, il a mis en garde Israël que si les forces de défense israéliennes attaquaient justement les convois alimentaires, comme on l'a vu le 29 février, tuant 112 personnes, blessant 160 personnes, des gens qui essayaient d'avoir juste de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Et aussi l'attaque justement sur le centre de la production alimentaire a montré aux yeux du monde les choses qui se passaient. Ce n'est pas une guerre d'autodéfense pour se défendre, mais c'est un acte d'agression expansionniste. Il faut le dire. Et Ayalon a dit qu'Israël ne pourrait pas gagner en éliminant le leadership du Hamas, parce que ce n'est pas ça qui fera disparaître l'idéologie du Hamas. C'est vraiment sous-estimé, bien sûr. Mais si la crise présente actuelle ne mène pas à une annihilation globale de l'entièreté de l'espèce humaine, et Israël disparaîtrait, le cycle de violence, s'il n'est pas interrompu une fois pour toutes, le futur pour tous sera un enfer. Et une guerre en suivra une autre, comme on l'a vu dans les 75 dernières années, qui alimentent justement les producteurs d'armes aujourd'hui, qui font grossir le complexe militaro-industriel international. Ce que nous avions proposé, c'est une version mise à jour du plan Oasis qui avait été mise en place par M. LaRouche en 1975, qu'il avait proposé justement après avoir participé à la célébration du parti Baas en Irak, où à l'époque il y avait de nombreux leaders du pays non alignés. Pour tous ceux qui vont en Asie du Sud-Ouest, ce qui est l'expérience la plus frappante, c'est la présence partout du désert, bien entendu, la pénurie d'eau, et particulièrement l'eau potable. Et il est clair que ce qui est nécessaire justement pour la consommation d'eau pour toutes les populations israéliennes et arabes, pour avoir un niveau de vie moderne, ne peut pas être satisfait à partir des ressources d'eau naturelles existantes. Ainsi, comme dans tous les conflits militaires qui ont eu lieu jusqu'à présent, le manque d'eau et les efforts pour contrôler l'accès à l'eau ont bien entendu joué un rôle décisif dans ces guerres.
Les aquifères existants dans la région ne fournissent pas approximativement assez d'eau pour tout le monde. Même si on partageait ce qu'il y avait, ça ne réglerait pas le problème. Donc, pour créer des grandes quantités nouvelles d'eau potable, des nouvelles technologies doivent être développées. La plus évidente, c'est de mettre en place des différents canaux connectant la Méditerranée avec la mer Morte et la mer Morte avec la mer Rouge. Parce que la différence d'altitude entre la mer Morte, 400 mètres en dessous de la Méditerranée, permet de créer de la génération hydroélectrique, bien entendu, à cause du différentiel. Et si on crée justement un autre canal du golfe d'Aqaba jusqu'à la mer Noire, mer Morte, pour faire profiter justement, mettre en place le long de ces canaux des grands projets de désalinisation de l'eau de mer avec l'aide des centrales nucléaires modernes. Et même si le coût de production d'eau potable par désalinisation à partir de l'eau salée avec l'énergie nucléaire est assez élevé, les bénéfices économiques de toute l'activité économique qui sera générée justement dans cette zone où il n'y avait absolument rien auparavant est d'un ordre de grandeur bien plus important que ce qui aurait été dépensé à l'origine. C'est justement la capacité unique du travail humain avec l'aide de la science et de la technologie qui ajoute de la valeur à ce processus économique pour que justement ce qui est produit est plus important en termes de valeur que tous les éléments qui ont permis cette création de richesse. C'est le flux de densité énergétique pour déterminer le ratio de cette valeur ajoutée. Donc, c'est quelque chose qui rapporte quelque chose par lui-même. Et dans le but de conceptualiser une vision de développement pour la région entière, de l'Inde à la Méditerranée, du Caucase au golfe Persique, jusqu'à la mer Rouge, toute cette zone peut être développée comme un hub de développement entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et on doit imaginer la densité infrastructurelle, par exemple, de l'Allemagne. Vous avez un système intégré de chemins de fer à grande vitesse, de systèmes d'eau, de canaux qui représentent la condition préalable pour un développement industriel avancé et agricculturel. Il n'y a aucune raison objective pourquoi l'Asie du Sud-Ouest ne peut pas faire un niveau de développement comparable dans le futur proche. Et si les guerres en cours ne peuvent pas être évitées, les changements tectoniques qui se passent dans le monde aujourd'hui, où les pays du Sud global sont déjà en train de créer un nouveau système monétaire et financier international, peut créer les conditions pour un développement total de l'Asie du Sud-Ouest. La Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Égypte sont déjà membres des BRICS. L'Arabie saoudite est candidate et d'autres comme la Turquie ont également indiqué leur intention de joindre. Si tous ces pays sont d'accord pour développer cette perspective du plan Oasis et de mettre en place une conférence pour l'Asie du Sud-Ouest sur la base de l'urgence dans la tradition de la paix de Westphalie, alors la catastrophe en cours actuelle peut être évitée et la crise peut être transformée vers une nouvelle phase de paix et de développement. Henry Kissinger, qui prétendait être un expert de l'ordre westphalien, malheureusement n'a rien compris en insistant sans cesse qu'il fallait un équilibre des puissances, c'est-à-dire avec un gendarme unipolaire quelque part, disant que le système westphalien ne pourrait jamais s'appliquer au Moyen-Orient, parce que seulement la Turquie, l'Égypte et l'Iran ont une base historique, alors que les pays frontaliers, les autres États, c'est l'arbitraire des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et il se référait bien entendu à la manipulation orchestrée du traité qu'on a appelé le traité de Sykes-Picot. C'est pourquoi le monde doit retourner à la paix réelle de Westphalie et établir une nouvelle architecture de développement et de sécurité internationale qui prend en place les intérêts de chaque pays sur cette planète. Cette nouvelle architecture doit, avec insistance, inclure la Russie, la Chine, les États-Unis, ainsi que la solution à 2 États pour Israël et Palestine. Si on regarde le coût de la guerre, justement, du Watson Institute à l'université Brown de Rhode Island, d'ici les 20 années qui viennent, depuis le 11 septembre 2001 jusqu'en 2021, les dépenses militaires américaines
avec tous les coûts collatéraux. Donc, toutes les dépenses depuis le 11 septembre 2001, c'était 8 000 milliards de dollars qui ont été dépensés pour des mesures antiterroristes, militaires, qui concernent 85 pays, sans parler des forces spéciales américaines, sans parler des forces de la CIA, les soutiens de support aux informations, les opérations de guerre psychologique, etc. Dans la même période, plus de 940 000 personnes ont été tuées par des guerres directes et violentes en Irak, Afghanistan, Syrie, Yémen, Pakistan. Et un nombre incalculable, justement, de civils sont morts à cause de ces guerres. Si tout cet argent, 8 000 milliards de dollars, avait été investi dans des programmes pour mettre fin à l'extrême pauvreté et au sous-développement, le monde serait aujourd'hui un jardin prospère et les États-Unis seraient célébrés comme un ami de l'humanité. Je peux déjà entendre les critiques qui disent déjà que cette perspective du plan Oasis comme un point de départ pour une nouvelle architecture de sécurité et de développement international, dans l'esprit justement de l'encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI, n'est pas réaliste. Et même pire, complètement utopique. J'entends déjà ces critiques. Et quand Friedrich Schiller a écrit sa trilogie Wallenstein, sur justement tous les chefs de guerre justement de la guerre de 30 ans, il a développé les portraits de Wallenstein, non pas de la manière justement dans l'interprétation historique qu'ils ont voulu le caractériser, mais comme un homme qui voulait vraiment mettre fin à la guerre et atteindre la paix. Dans cette pièce de théâtre, Schiller a mis cette vision de l'esprit de la paix de Westphalie qui a été atteint 16 ans plus tard dans la bouche de Max Piccolomani, qui est le fiancé de la fille de Wallenstein, Thekla. Dans une conversation avec son père et un représentant de la cour de Vienne, Kestenberg, Max dit cette chose-là dans cette pièce. Vous avez fait de lui, Wallenstein, un homme indigne. Et Dieu sait à quoi s'ajoute parce qu'il épargne les Saxons, cherche à inspirer confiance à l'ennemi, ce qui est le seul chemin vers la paix. Parce que si la guerre ne finit pas par la guerre, d'où viendra la paix? C'est ça, cette idée fondamentale. Parce que si la guerre ne se termine pas par la guerre, alors d'où viendra la paix? En inspirant confiance dans l'ennemi, parce que c'est la seule manière d'accéder à la paix. Nous sommes au bord de l'abîme, qui pourrait être la fin de toute vie sur Terre. Est-ce que nous, l'humanité, l'espèce créatrice, peuvent définir une solution pour sortir de ce danger? Donc, mettons le plan Oasis sur la table de tous les gouvernements du monde. C'est un podium international où des messages globaux devraient être adressés au monde, particulièrement avec le plan de l'Institut Schiller, le plan Oasis, qui a une grande résonance en termes de développement économique au niveau global. Mais avant que nous parlions un peu du plan Oasis, je voudrais souligner l'historique de ce conflit prolongé qui a duré durant les dernières 75 années entre les Palestiniens et les Israéliens. Je ne veux pas aller dans l'hystérie de ce conflit. Je voudrais souligner ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Aujourd'hui, il y a une guerre qui a été déclarée par Israël sur toute la population, contre toute la population palestinienne, avec l'intention de les décimer, avec l'intention de les forcer à la diaspora de nouveau, avec l'intention de contrôler la géographie de la Palestine et de se débarrasser de la démographie de la Palestine. Ce dont nous sommes témoins aujourd'hui, c'est une guerre de nettoyage ethnique, un génocide, un meurtre, une boucherie. L'excuse du 7 octobre a montré explicitement l'intention d'Israël. Ce n'est pas juste de poursuivre le Hamas,
mais de détruire l'infrastructure de Gaza, de détruire le peuple palestinien à Gaza, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie également. Ce vers où nous allons aujourd'hui, ce que nous avons vu qu'Israël a échoué. Et je dis volontairement, je dis clairement, échoué à atteindre ses objectifs. Et Israël ne peut pas se débarrasser du Hamas, ne peut pas se débarrasser de 2 millions de Palestiniens qui maintenant sont en train d'être affamés à Gaza. Israël ne peut pas se débarrasser de la quête palestinienne pour l'indépendance et de sa quête pour l'autodétermination, car la réalité a montré que les Palestiniens ne vont jamais baisser les bras et ne vont jamais accepter d'être poussés à la diaspora comme ils l'ont été poussés en 1948. Ayant dit cela, car le temps est très limité et je ne veux pas continuer à tout décrire, mais je voudrais prévoir ce qui pourrait être fait pour avoir, en gros, pour avoir deux États en bon voisinage qui puissent vivre en paix. Je dirais que le peuple palestinien, même sous l'occupation, ont pratiqué le plus haut niveau de démocratie. Nous avons eu des élections démocratiques présidentielles, législatives, municipales, etc. Nous avons bâti notre société civile, nous avons bâti des liens entre notre société civile et entre notre gouvernement. Nous avons bâti la liberté d'expression et nous essayons de bâtir notre système économique, malgré que nous soyons totalement soumis en gros à l'économie israélienne. Mais tout de même, nous avons réussi à regarder les différentes options et ressources que nous avons pour voir comment nous pouvons bâtir notre système productif économique. Bien sûr, le manque d'aquifères, le manque d'eau en Cisjordanie, car les colons utilisent la plupart de l'eau qui est dans les aquifères, ils contrôlent cela. Et donc ça restreint la production de notre agriculture. Et ça, en soi, donc ça craint une limite à notre progrès et à notre développement économique. Donc nous ne pouvons pas nous développer économiquement en étant totalement soumis à l'occupation israélienne et à leur économie, à leur contrôle sur nos ressources naturelles, également nos ressources humaines. Et c'est pour ça que quand nous parlons de paix, il n'y aura jamais de paix avant qu'il y ait une solution politique à ce conflit. Il n'y a pas de solution économique sans solution politique à ce conflit prolongé qui a duré entre deux communautés dans les 8 dernières décennies. Et c'est pour ça que je suis maintenant cela me rend plus enclin à parler de perspectives de paix. Donc, avant de continuer de parler de l'eau, je voudrais parler d'une question. C'est toujours entre les lignes, comme cela a été mentionné. On parle de régime autocrate qui veulent toujours présenter le conflit entre Israël et les Palestiniens comme un conflit religieux, alors qu'il s'agit d'un conflit politique. Ce n'est pas religieux du tout. Ceci étant dit, maintenant, sur la question de l'UNESCO, sur la question de l'eau, nous avons un programme sur l'hydrologie, fondé en 1975. Après hydrologie 1965, donc c'était une décennie après, sur la question de l'environnement. Il s'agit d'une coopération intergouvernementale et d'assistance
orchestré, coordonné par l'UNESCO. C'est devenu un conseil intergouvernemental et le but, c'est la coopération entre des États membres de l'UNESCO sur la question de l'eau. Il y a eu le Forum mondial de l'eau, il y a eu le 10e forum aura lieu à Bali, en Indonésie, très bientôt. Ceci veut dire que l'UNESCO est en charge, prend sa responsabilité sur les questions de l'eau, qui est le principe essentiel du plan Oasis. La question de l'eau par rapport au carnage génocidaire qui frappe Gaza. Tout le monde reconnaît qu'Israël utilise l'eau comme une arme. Et ceci doit être dénoncé et condamné par la communauté internationale. Et la communauté internationale reste les bras croisés, ce qui aggrave la situation. Ça a été mentionné que plusieurs pays sont complices dans ce conflit, comme les États-Unis qui fournissent des armes et d'autres. Mais il y a aussi une complicité passive venant de pays qui ne font aucune pression sur Israël pour arrêter la militarisation de l'eau qui est actuellement mise en œuvre. Chers délégués, chers invités, alors que nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la conférence internationale de l'Institut Schiller, j'ai l'honneur de m'adresser à vous au nom de la République d'Afrique du Sud. Cette occasion coïncide avec des étapes importantes de l'histoire de notre nation qui nous poussent à réfléchir au chemin parcouru, aux défis que nous avons relevés et à la voie que nous envisageons pour le futur. Il y a 30 ans, le 27 avril 1994, l'Afrique du Sud a célébré un événement capital, les premières élections démocratiques. Ce moment crucial a marqué l'aboutissement d'une lutte longue et ardue contre l'apartheid, une lutte alimentée par l'engagement inébranlable de notre peuple en faveur de la justice, de l'égalité et de la liberté. Alors que nous commémorons 3 décennies de démocratie, il est impératif que nous transmettions les leçons de notre passé à la jeune génération en l'incitant à sauvegarder notre liberté durement acquise et à rester vigilante face à toute menace pesant sur nos valeurs démocratiques. Le thème de cette conférence, le développement en tant que cadre nécessaire à la paix, résonne profondément avec le parcours de l'Afrique du Sud. Notre expérience souligne le lien intrinsèque entre le développement et la paix, en reconnaissant qu'une paix durable ne peut s'épanouir que dans les sociétés où le développement est encouragé et où la croissance inclusive est favorisée. En outre, les paroles de Nelson Mandela nous rappellent les aspirations fondamentales partagées par l'ensemble de l'humanité. Le désir de sécurité, des moyens de subsistance, de santé et d'éducation. Il nous incombe en tant que citoyens du monde de travailler sans relâche à la réalisation de ces aspirations pour tous. Alors que nous naviguons dans les complexités du monde contemporain, marqué par les conflits et les crises, il nous est rappelé qu'il est impératif de s'unir dans la poursuite de cette paix. De Gaza à l'Ukraine et au-delà, la quête de la paix ne connaît pas de frontières et exige une action collective fondée sur le dialogue, l'empathie et la compréhension. Il nous incombe de défendre la cause de la paix,
de plaider en faveur de la diplomatie plutôt que de la discorde et de jeter des ponts de coopération qui transcendent les clivages idéologiques. C'est ça le message de la paix, le développement et l'harmonie. Trouvons l'inspiration, justement, dans les aspirations des générations futures. Ensemble, formons un monde meilleur, la prospérité pour tous et la paix comme préalable. Nous nous rencontrons à un moment où notre monde n'a jamais été aussi proche d'un désastre terrible de conflits nucléaires qui pourrait liquider le monde entier. En même temps, je pense que nous nous rencontrons également à un moment où les contours de grandes possibilités se sont développés sur l'horizon international qui pourraient amener nos peuples hors de la pauvreté et les amener dans une période de développement et de paix. Les grands dangers auxquels le monde fait face aujourd'hui, ce sont les deux grands sujets principaux. C'est l'attaque d'Israël contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie et possiblement partout. Et également la deuxième guerre proxy qui a été lancée contre la Russie avec l'Ukraine étant utilisée comme un proxy. C'est une situation particulièrement dangereuse parce que, étant donné que l'OTAN a dans ses rangs 3 puissances nucléaires et que la Russie également est une puissance nucléaire importante, souvenez-vous que juste avant le début de l'opération spéciale militaire russe, il y avait une question un sujet dans lequel nous aurions pu avoir la paix. Et cette guerre était totalement inutile, mais nous avons eu l'indécence de trahir la Russie avec ce qu'ont fait la France et l'Allemagne, qui avaient garanti les accords de Minsk. Mais ensuite, on dit qu'ils avaient fait ça uniquement pour gagner du temps, pour que les troupes de l'OTAN, ou pour que l'Ukraine se développe comme une puissance de l'OTAN, se réarme. C'est le genre de mentalité, et c'est aussi l'attitude des États-Unis contre la Chine. Si on poursuit toutes les politiques de manière hostile contre la Chine, en fait, on voit au contraire que la Chine n'a jamais été hostile contre personne, contre les États-Unis ou contre qui que ce soit. Mais depuis la fin de 2008, après la crise financière et après l'émergence de la Chine qui s'est développée comme une grande puissance économique, la Chine a maintenant été identifiée comme un danger au plan de domination totale américaine. Donc, cela a amené un autre facteur où les pays commencent à prendre des actions pour essayer de contrer certaines des mesures occidentales. Ces pays, on s'inquiète vraiment de leur souveraineté et donc veulent arrêter cette domination. Il y a donc des discussions sur le plan Oasis dans ce contexte. C'est un plan qui a beaucoup de force et c'est un plan qui existe depuis longtemps, même avant l'initiative des Chinois. Ce plan a vraiment de grandes idées, de grandes réflexions qui le soutiennent. Certains éléments de ce plan sont très utiles et sont une alternative au monde unipolaire. Et les BRICS offrent des choses et les idées sont les bonnes. Donc, comme cela a été dit avant moi, il y a un lien direct entre le développement économique et social et la paix mondiale, et le développement et la paix. Mais nous ne pouvons pas avoir ces plans sans paix.
Et la paix est la chose probablement la plus importante, mais pour une paix soutenable, nous devons avoir du progrès, un progrès social et économique que les pays des BRICS nous ont offert. Je voulais vous remercier d'abord pour les intervenants de Palestine, plus particulièrement, qui ont partagé leur expérience très profonde avec nous, et le monde a besoin de savoir ce que vous avez dit. Et je voudrais aussi soutenir le point que vous avez mentionné, d'avoir une situation politique, une solution politique, parce que c'est exactement ce qu'est le plan Oasis, en fait. Et c'est ce qu'on est, ça met cette question-là sur la table, parce que tout le débat aux Nations Unies ou dans les autres forums internationaux qui demandent des solutions politiques d'apport n'ont pas accompli, en fait, ce qui était l'intention et notre vision. C'est qu'on doit avoir un engagement total pour un plan de développement économique comme une précondition pour bouger la situation politique. Et quand les accords d'Oslo ont été signés, M. Lyndon LaRouche, mon mari, a insisté que la seule manière que le plan d'Oslo pouvait être un succès, c'était lancer des grands travaux, d'envoyer les machines sur le terrain, transformer le terrain, développer, pour montrer que c'est ça qui allait sauver les vies, améliorer les conditions de vie. Ça n'a pas été fait parce que la Banque mondiale n'a pas accordé les crédits qui auraient été nécessaires justement pour ce type de plan, et les accords d'Oslo n'ont pas été un succès, malheureusement. Et donc, tout le but de cette conférence est de se mettre ensemble. Et quand on a entendu les autres intervenants, on verra aussi dans le deuxième panel, c'est mettre quelque chose de très concret, des projets de fleurs économiques, prendre les résultats de cette conférence et d'envoyer ça à tous les gouvernements du monde et d'autres institutions pour dire le type de soutien nécessaire, parce que je pense personnellement que la seule manière d'être capable de mettre en place ce plan, c'est d'avoir une conférence d'urgence avec l'ensemble du Moyen-Orient, comme c'était dit par la Chine d'ailleurs, qui l'a proposé, mais ils n'ont pas concrétisé. Mais c'est toujours l'idée d'avoir une conférence d'urgence sur l'Asie du Sud-Ouest, basée sur l'idée du principe de la paix de Westphalie, qui est un précédent historique extrêmement important. Voilà la vision qui doit être donnée pour la région. Je pense qu'on doit briser le cycle de violence et de désespoir. Et si il y a une vision de comment toute l'Asie du Sud-Est peut se développer dans 25, 30, même 100 ans, totalement développée avec des zones de développement modernes, des forêts, des systèmes agricoles, là où il y avait des déserts avant, des nouvelles villes, des infrastructures intégrées, et d'avoir cette vision que les jeunes doivent avoir, que les jeunes deviennent des scientifiques, des ingénieurs, des professeurs, des ouvriers. Et il y aura cette raison, ils auront un sens de vouloir étudier, d'avoir une famille, de faire leur carrière, d'avoir une vie normale, d'injecter justement ce sens d'espoir dans la jeune génération, est la base de la réussite de ce plan. Et donc, c'est nécessaire l'amélioration des conditions économiques. C'est l'ingrédient essentiel pour avoir la paix et trouver des solutions politiques. Et je voudrais vraiment remercier les intervenants précédents de votre participation, et j'espère que vous allez nous aider à organiser, à militer par-delà cette conférence. Can I make a simple contribution before I leave? Yes. Just a reaction to Madame Larouche's. Oui, puis-je faire une petite contribution avant de partir? Je voudrais répondre à Madame Larouche. Merci beaucoup, merci pour votre préoccupation vis-à-vis de ce conflit et de notre conflit. Parce que vous savez que ce conflit au Moyen-Orient manque d'une solution pour le problème palestinien. Et je peux comprendre comment le développement économique peut être un catalyseur à un processus politique entre les deux pays.
qui devraient pouvoir légitimement se respecter mutuellement et garantir notamment une paix soutenable grâce à l'intégration économique et le développement. Et ça, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Mais on ne peut pas parler de développement économique quand les deux négociateurs, les deux pays, disons-nous, quand l'un est vraiment au plus haut et l'autre au plus bas. Donc, on ne peut avoir de négociation entre un pays occupant et un pays occupé. Le développement économique pourrait être un catalyseur pour les négociations en vue, ainsi que et permettre notamment un respect réciproque entre les deux parties en contentieux. Mais alors, là, on aurait vraiment plus de paix. Et il y a juste une phrase que je voulais dire. Il n'y aura jamais de solution militaire à notre conflit. Et Israël a mené tellement de guerres, certes, mais elle ne pourra jamais amener la paix par ce moyen-là. Donc la seule chose, c'est les négociations, le respect mutuel, l'inclusivité, et non pas l'exclusivité, l'exclusion. Et ainsi, on s'acceptera l'un et l'autre, et c'est ainsi que l'on pourra avancer dans ce processus. Merci encore vraiment de m'avoir invité. Je voudrais juste conclure avec des remarques positives. Cette guerre telle qu'elle n'amènera jamais la paix. Par contre, la paix mènera à la stabilité et le développement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à vous. Merci, madame. Merci beaucoup. Pour commencer, si je parle du Sud global, parlons des États-Unis, parce que je pense que c'est important. Le président Clinton a fait plus de 75 appels téléphoniques aux chefs d'État en soutien direct au processus de paix au Proche-Orient et 6 visites dans la région. Il a également accueilli des sommets aux États-Unis, par exemple, en 1990, en 98-95, le sommet de Washington, 94, la paix entre Israël et la Jordanie, qui ont mis fin à la guerre et qui permis la déclaration de principe 93 et le coup de, la poignée de main entre Rabin et Arafat. Maintenant, le point de vue indonésien. L'Indonésie défend par sa constitution de 1945, condamne toute forme de colonialisme et veut amener la paix comme le voulait le président Sukarno. Pour cela, l'Indonésie est prête pour soutenir politiquement, militairement, diplomatiquement et financièrement des efforts. L'Indonésie, évidemment, n'a pas la capacité de mener de projeter sa puissance militaire. Nous n'avons tout simplement pas les moyens militaires pour le faire dans cette région. La question de la centralité de la cause palestinienne. Évidemment, il faut, pour l'instant, c'est un narratif. Ce qui est important, il y a les déclarations conjointes parlent de la centralité de la cause palestinienne comme la précondition de la paix et la stabilité dans la région. Maintenant, les actions des pays individuellement montrent que c'est leur intérêt national et géostratégique et pas la cause palestinienne. Enfin, c'est le caractère qui, en final, fait toute la différence. Comme nous l'avons vu à travers l'histoire humaine, les nations montent, se développent et gagnent en force, qui relèvent les défis avec la capacité de leur caractère. Actuellement, Al Jazeera dénonce le fait que beaucoup de pays musulmans sont gouvernés par des régimes corrompus, autocratiques, despotiques, sans valeur. Nous espérons tous que l'Indonésie ferait quelque chose de significatif
parce qu'il s'agit de la plus grande population musulmane du monde et qu'elle puisse faire quelque chose pour la cause palestinienne. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est encourager les Nations Unies d'attaquer la source du problème, qui sont l'Angleterre et la France, pour qu'ils s'assoient et qu'ils réfléchissent sérieusement sur la solution. Donc, il faut que les Nations Unies fassent quelque chose, mettre la pression sur le Royaume-Uni et la France. Voilà le point de vue indonésien. Premièrement, je voudrais remercier la direction de l'Institut Schiller International d'avoir organisé cette conférence importante et opportune. J'apprécie les présentations professionnelles, profondes et nuancées et sobres des orateurs distingués sur les questions qui figurent en tête de l'ordre du jour des décideurs politiques mondiaux et qui définissent le futur ordre mondial. Je suis tout à fait d'accord avec la déclaration des organisateurs de la conférence, selon laquelle il nous incombe de veiller à ce que chaque vie dans le monde soit sacrée, à ce que le droit international prévale pour empêcher les génocides et à ce que le développement économique soit le moteur de la paix. En Biélorussie, nous adhérons à la même approche. Je suis heureux et honoré d'avoir l'occasion de présenter la vision de la Biélorussie sur les thèmes de notre panel aujourd'hui. Et le sujet dialogue, sécurité, paix et développement avec un accent particulier sur l'Asie du Sud-Ouest. Nous comprenons tous que l'émergence d'un ordre mondial multipolaire et plus équitable est catégoriquement inacceptable pour l'Occident collectif, qui tente de maintenir sa domination politique, financière et économique par tous les moyens à n'importe quel prix. La Biélorussie est depuis longtemps considérée comme un donateur net de paix, de sécurité et de stabilité dans la région. La communauté internationale considère la Biélorussie comme un pilier de la sécurité régionale. Nous avons été les premiers à renoncer unilatéralement à la possession d'armes nucléaires. Nous avons été parmi les premiers à mettre en œuvre le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. Nous avons proposé l'intégration des intégrations dans l'espace post-soviétique et au-delà. Nos initiatives sont bien connues. Création d'un espace exempt d'armes nucléaires en Europe centrale et orientale, reconnaissance de la diversité des voies de développement des États, établissement du dialogue d'Helsinki II, développement de la ceinture numérique de voisinage, pour n'en citer que quelques-unes. Tout le monde connaît l'accord de Minsk qui a permis d'éviter des pertes humaines massives dans l'est de l'Ukraine entre 2015 et 2022 et qui a été la seule voie vers la paix dans cette région. Ce n'est pas notre faute si ces accords n'ont pas été mis en œuvre. Lorsque l'opération militaire spéciale russe a commencé en Ukraine en 2022, la Biélorussie a initié et accueilli 3 cycles de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Le projet d'accord a été paraphé par les parties. La Russie a alors fait d'importantes concessions. Mais quelqu'un en Occident ne voulait pas de la paix en Ukraine et voulait la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ainsi qu'après le 4e cycle à Istanbul, les pourparlers ont été interrompus. La Biélorussie pourrait jouer le rôle de tierce partie dans la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a récemment déclaré le président biélorusse Alexander Loukachenko, ce jeudi 11 avril. Et M. Loukachenko s'est engagé à apporter son aide en cas de négociation entre Moscou et Kiev. Ni les Ukrainiens ni l'Occident n'ont besoin d'aggraver les relations avec la Biélorussie. La présence d'une tierce partie est toujours utile lorsque 2 États ou même une nation sont montés l'un contre l'autre. Dans ce cas, il semble que la Russie et l'Ukraine aient besoin d'une Biélorussie pacifique, calme et prévisible. La Biélorussie maintient un État fort fondé sur l'unité et le patriotisme du peuple, l'engagement des Biélorusses en faveur d'un développement évolutif pacifique et le rejet catégorique des révolutions de couleur destructrices.
La dernière tentative de l'Occident d'organiser une révolution de couleur en Biélorussie en 2020 n'a pas abouti et nous avons depuis lors pris des mesures exhaustives pour nous assurer que cela ne se reproduira jamais. Nous combattons la guerre de l'information menée contre nous par la vérité. Nous avons lancé une enquête nationale approfondie sur les crimes de génocide commis contre le peuple biélorusse par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs par le passé. Nous veillons à ce que le nazisme ne relève plus jamais la tête en Biélorussie. La Biélorussie a fait un choix stratégique. Il ne sera pas possible d'arracher notre pays à la Russie, mais un dialogue normal avec l'Occident est dans l'intérêt des deux parties. La Biélorussie est prête à rétablir le dialogue avec l'Occident et à chercher ensemble les moyens de sortir de la situation actuelle. Nous appelons nos partenaires occidentaux à évaluer de manière réaliste la situation actuelle et à tout repenser en profondeur. Premièrement, je voudrais d'abord remercier l'Institut Schiller et Dr Helga Tsepla-Rouge de m'avoir invité pour cette conférence extrêmement intéressante. J'ai passé toute ma carrière diplomatique en Asie de l'Est et maintenant chez les BRICS ces dernières années, mais cette question du Moyen-Orient, du conflit qui a lieu là-bas, qui est très connu, qui concerne tous les intellectuels, les experts de la géopolitique internationale. Et je me rappelle quand j'étais encore étudiant, c'était il y a plus de 60 ans, hein. Un des rapports qu'on m'avait suggéré de faire en tant que leçon de géographie, on avait une très bonne éducation en Russie à l'époque. On préparait beaucoup de rapports sur les territoires, la géopolitique. Et j'ai commencé ce rapport avec sur le Liban, qui avait une situation climatique, géographique extrêmement intéressante. Et le professeur, qui était très strict, et j'avais d'excellentes notes à l'époque, m'a dit non. Faux. J'ai dit pourquoi? Parce que le Liban est juste à côté d'Israël. Et ça, c'est là où il y aura toujours des conflits et des guerres qui vont se développer dans cette région. Et j'ai dit, mes chers professeurs, les conflits politiques, les guerres sont temporaires, alors que les situations géographiques sont permanentes. Il m'a dit non, c'est aussi important. Et y a-t-il une opportunité de trouver de nouvelles approches de résolution, un nouveau paradigme, d'un nouvel ordre international qui serait basé sur la souveraineté des États, sur les considérations de l'intérêt de chacun des pays. C'est ce que les BRICS, par exemple, dont font la promotion. Et mon point de vue, c'est que on a deux pays de la région, l'Arabie saoudite et l'Égypte, qui sont impliqués directement dans les activités des BRICS. Et donc, ça pourrait amener une nouvelle dynamique. Justement, les BRICS peuvent se concentrer plus sur ce conflit dans la région parce que pour se concentrer, justement, amener un soutien plus précis, plus concret, par-delà la théorie, justement, de l'Institut Schiller que le développement, et la prospérité sont la base pour la paix à long terme. Donc, on peut... mais on ne peut pas... qu'est-ce qui vient en premier, le développement ou la paix? La paix ou le développement? C'est toute la question. Et le développement futur, le développement durable pourra est nécessaire, bien sûr, si on veut que la paix soit permanente. Ça, c'est sûr. Est-ce possible de créer d'avoir un mandat des BRICS sur la bande de Gaza qui serait... Voilà, genre loué pendant 100 ans, mettons, pour le développer. Avec une gouvernance pour une certaine période de temps qui serait donnée aux BRICS
aux pays des BRICS, avec l'Arabie saoudite et l'Égypte qui seraient les opérateurs de ce projet, alors on aurait peut-être une réponse sur comment le plan Oasis pourrait être financé. Parce que les BRICS, la nouvelle banque de développement des BRICS, pourrait financer justement ce développement infrastructurel. Et donc, la bande de Gaza pourrait être gouvernée avec les élus locaux pour les affaires extérieures, parce que le Hamas a été élu, par exemple, mais toutes les questions de la politique étrangère, de sécurité, de développement seraient sous la responsabilité du mandat des BRICS, pour mettre fin justement au conflit israélo-palestinien. Il n'y aurait plus de contact direct finalement, hein, parce que tous les finances, la technologie, les échanges commerciaux viendraient depuis la mer, voilà, directement depuis l'Égypte par exemple. Et dans ce cas-là, ce territoire pourrait être développé très rapidement en fait. Il n'y a pas de problème. Tel Aviv, vous savez, il y a 100 ans, c'était un désert. Aujourd'hui, c'est une cité moderne. Pourquoi pas la même chose dans la bande de Gaza? Et la question du financement et des ressources pour le développement est aussi importante que le développement lui-même. Maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter un de nos experts reconnus qui va nous montrer une manière de créer un nouvel Asie du Sud-Ouest. Construire des infrastructures économiques de base avec des grands projets pour l'eau potable, pour l'énergie, pour la production énergétique, pour le système de transport, comme un squelette pour construire une agriculture moderne, une industrie moderne, des logements, la santé, l'éducation et tout ce qui est nécessaire à une population et qu'on a besoin pour vivre une vie digne. Et M. Larouche a mis cette perspective en pratique en publiant ce livre « Il n'y a pas de limite à la croissance », qui était une réponse au Club de Rome et sa publication qui s'appelait « Les limites à la croissance ». Le Club de Rome a dit que, essentiellement, que quoi qu'on fasse, l'humanité était condamnée parce qu'on va épuiser les ressources, on serait détruit par la pollution, ou il y aura des déplacements massifs de population qui n'auront plus d'endroit pour vivre. Et la solution qu'a proposée le Club de Rome, c'était de réduire la croissance, réduire la population et réduire les niveaux de vie pour éviter cette calamité inévitable. Et Larouche a dit, oubliez ça, c'est une mauvaise approche. Les limites à la croissance est celle que nous nous imposons à nous-mêmes. Les limites auxquelles font face l'humanité sont dans un certain sens des lois de la nature, certes, mais la limitation de notre connaissance imparfaite de ces lois de la nature. Nous créons des ressources. Les animaux utilisent des ressources. On utilise des ressources, mais nous, on crée des ressources. On est fondamentalement différents. Et cette conception entre l'être humain et la nature est totalement renversée, en fait, dans l'approche des gens aujourd'hui dans le domaine de l'écologie et sur ces questions-là en particulier. Il y a un a priori axiomatique que si on le fait, c'est que c'est mauvais. Que si on utilise notre capacité à transformer la nature, c'est un péché. Et que la nature doit être laissée seule sans notre intervention. Ici, une petite intervention de Lyndon LaRouche qui commentait justement ces axiomes. On doit se débarrasser de ces écologistes. Et leur science doit être éliminée de notre éducation, parce qu'ils font une fraude, en fait. Tous les écologistes qui disent qu'ils sont des scientifiques, en fait, est en train de vous faire une escroquerie. Parce qu'on sait qu'on a une base de la science qui doit inclure justement le développement humain. Donc si on exclut le développement humain, on ne peut pas être un scientifique. Ben non, vous n'êtes pas, vous êtes un escroc. Si vous croyez dans la politique écologiste, en tant que scientifique, tous les gens qui croient dans la politique verte est un escroc. Ils n'ont aucune capacité. On va leur dire qu'ils sont stupides. Voilà, il faut leur dire franchement. Et la distinction entre l'espèce humaine est exprimée clairement dans l'histoire grecque du Prométhée, le Prométhée enchaîné. L'homme qui apporta le feu, qui, dans la trilogie qu'il a écrite de Échille, qui a apporté le feu aux hommes. Et dans sa première pièce, Échille parle de comment Prométhée a apporté le feu
du paradis pour le donner à l'humanité. Et il a fait ça, créant une nouvelle espèce humaine distincte de l'animal. Et il dit ceci, écoutez la mémoire, rappelez-vous à quoi était condamnée l'humanité. Ils n'avaient pas d'esprit, ils vivaient avec leur sens et sans leur raison. Je ne parlerai pas de cette humanité, mais du but amical qui a inspiré le don que je leur ai fait. Après tout, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voyaient pas. Ils avaient leurs oreilles, mais ils ne comprenaient pas. Mais comme des rêves, en fait, à travers leur journée, sans but, ils voyaient tout dans la confusion. Ils n'avaient aucun signe de savoir quand l'hiver arrivait, ou quand le printemps arrivait, ou la période de récolte. Ils faisaient tout sans jugement, jusqu'à ce que je leur apprenne la science du lever et du coucher des étoiles et leur permettre de cultiver l'agriculture. Et la clé de toutes les sciences, j'ai inventé pour eux la combinaison des lettres, la mère créative de la muse des arts. Je les ai sortis de leur aspect brutal. Et cette vision de Prométhée, en fait, c'est en donnant le feu aux hommes, en donnant la connaissance aux hommes, il a transformé ce que l'humanité était capable de faire. Et maintenant, retournons à l'Asie du Sud-Ouest. Vous voyez une carte d'Israël et de Palestine. Et vous pouvez voir que Gaza et la bande de Gaza, comparés avec les territoires administrés par Israël, ne paraissent pas vertes sur la carte. Et ce n'est pas votre imagination. L'eau, le manque d'eau est une question fondamentale dans cette région. Et si on regarde à la consommation moyenne d'eau par jour, et on voit la différence énorme entre les Israéliens qui ont 247 litres par personne et par jour, qui inclut les colonies de la Cisjordanie, et regardez, pour les Palestiniens, 82,4 litres. Et dans la bande de Gaza, 26. C'est 4 fois moins que ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Comment on peut avoir 2 États qui vivent si un des États n'a pas accès à l'eau? Et si on regarde le niveau de l'eau qui est disponible pour les gens, on voit que dans la région, on voit la Turquie, l'Irak, le Liban sont les 3 premiers pays sur la gauche, ont accès à des quantités d'eau suffisantes selon les autorités. Au milieu, vous voyez la Syrie et l'Égypte. Ils sont simplement à 2 fois supérieurs au niveau de ce qui est le minimum requis pour survivre. Et là, on regarde Israël, la Jordanie et la Cisjordanie et Gaza sont en dessous, bien en dessous du niveau d'eau suffisant pour survivre. Ce qui peut être fait pour faire de cette région, qui est en pénurie d'eau, pour devenir un lieu d'abondance, un grenier alimentaire. Il faut changer la politique. L'inquiétude qu'Israël a, c'est que ces rivières, ces fleuves seront totalement épuisés si on laisse accès à l'eau à tout le monde. Donc le détroit de Golan, ce n'est pas simplement une question politique, c'est une question d'attitude, de volonté politique, c'est la question de l'eau qui est au cœur de ces discussions autour du territoire de Golan. S'il n'y avait pas un risque, justement, d'après le point de vue Israël, de perdre son accès à l'eau, justement. Et ça, c'est la proposition qui avait été faite de la mer Rouge à la mer Morte. On voit qu'il s'est concentré sur le pays qui s'appelle la Jordanie, le bleu et le orange. C'est de pomper de l'eau de la mer Rouge d'Aqaba, dessaler l'eau de mer pour fournir de l'eau justement aux populations dans la région, parce qu'on peut produire de l'eau potable et on doit faire quelque chose avec le sable. Ça ne crée pas des blocs de sel
mais ça crée de l'eau très, très salée. Et on peut prendre cette eau très salée pour l'utiliser séparément. On peut l'amener dans la mer Morte, qui en manque de sel. Et l'eau, on peut continuer à dessaler justement vers la mer Morte, jusqu'à Amman en Jordanie, qui est également en pénurie d'eau. Et en ajoutant de l'eau justement en descendant vers la mer Morte, on peut produire de l'énergie et on pourrait doubler la rivière du Jourdain et rendre l'eau beaucoup plus disponible pour la région. Et le montant n'est pas très très élevé. Donc si on met tout cela ensemble avec une projection des chemins de fer, des transports, et si on pense justement dans la région dans son ensemble, dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route, dans cet esprit-là, on peut voir une région du monde qui est un hub de connectivité très important. C'est là où les continents se rejoignent, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. C'est une location géographique parfaite, avec suffisamment d'eau, avec un développement pacifique, avec des transports à grande vitesse. C'est une région qui va pouvoir se développer grandement. Et je voudrais terminer en citant Lyndon LaRouche de 1979. Il a dit « La seule chose à faire, c'est de donner aux vies et aux souffrances de ceux qui sont morts avant nous un sens. Pas simplement en établissant la paix au Moyen-Orient, mais en établissant les bases de la paix, le ferment pour que les gens qui vivent aujourd'hui et les générations futures, des Arabes, des Palestiniens, dans cette région, c'est de notre devoir et de rendre hommage à ces gens qui sont morts. Et ça s'applique également aux Israéliens, bien entendu. Demandez-vous comment une politique orientée vers le futur qui mettrait fin à cette pénurie d'eau avec une perspective de développement régional et international, comment cela pourrait transformer la situation politique et quel type de paix peut être accompli. Chers participants, à la veille de la conférence, les organisateurs ont publié une partie d'une interview avec la fondatrice de l'Institut Schiller International, Mme Helga Zepp-LaRouche, qui dénonce notamment l'utilisation de la nourriture comme une arme. Et nous soutenons son principal projet qui implique la mise en place du grand programme d'infrastructure du plan Oasis pour apporter de l'eau à la région, incluant pour les besoins d'irrigation. C'est précisément ce genre de grand projet d'infrastructure qui permettra de lancer le développement économique de la Palestine, du Yémen, de la Syrie et d'autres pays. Son lancement apportera certainement un impact positif en amenant pour les jeunes des emplois, incluant des emplois qualifiés, pour créer également les conditions pour le retour des réfugiés et aura aussi un impact sur la stabilité économique de toute la région. C'est certainement un projet, une idée très attractive. La bataille contre la pauvreté est souvent discutée dans le système de l'ONU et le soutien au développement économique. Mais il est impossible d'éliminer la faim si l'on offre uniquement des poissons prêts à être mangés. Il faut aussi apporter les moyens de pêcher. Les États devraient soutenir plus les projets d'infrastructure, incluant des projets internationaux. L'objectif, la mission principale actuellement est d'assurer que les armes soient jetées à nouveau, soient rejetées, qu'on les abandonne. Ça ne nous empêche pas de penser à des projets à long terme pour résoudre la crise, pour résoudre l'un des conflits les plus terribles de notre temps. Et donc un grand travail a lieu, incluant sous les auspices de l'Institut Schiller, et nous sommes confiants que ces projets vont pouvoir avancer dans cette situation, ces projets qui ont été tant retardés, mais qui doivent arriver. Et donc, incluant, il faut des changements donc, pour les sociétés palestiniennes et israéliennes. Merci pour votre attention. Au Proche-Orient, il y a toujours la question que le problème de l'eau, la rareté de l'eau mène à la guerre. Mais la postérité peut obtenir la paix parce que tout le monde a besoin de l'eau.
Il y a la question de droit international, les aquifères internationaux. Le but essentiel, c'est de résoudre ce problème, d'impliquer tous les pays dans un plan d'ensemble. Par exemple, comme c'était le cas du plan Johnston, à l'époque c'était l'envoyé spécial de Eisenhower. On a retrouvé cet esprit parce que, comme l'a dit Shimon Peres, si on veut la paix, il va falloir traiter le problème de l'eau. Soit il y a assez d'eau dans une région, et quand il n'y a pas assez d'eau dans une autre région, on peut imaginer plus d'eau dans une autre région et d'avoir ce partage sur ce projet, comme on le voit avec le dessalement de l'eau de mer dans plusieurs autres pays au Proche-Orient. Nous avons la technologie, on peut la consolider, en faire encore mieux, avec des nouvelles sources d'énergie, de nouvelles techniques, et même avec l'énergie nucléaire. Mais donc je reste optimiste. Peut-être pas dans les années immédiates, mais dans la décennie à venir, il y a aujourd'hui des solutions techniques pour avoir la paix avec le partage de l'eau. Sur plusieurs siècles, et au milieu notamment des grands conflits politiques, les scientifiques ont continué à discuter durant l'histoire les uns avec les autres malgré les frontières. Et c'est très important. Et il faut regarder autre chose sur le fait qu'il y a une directe corrélation entre le PIB d'un pays et sa consommation électrique. C'est très connu dans les questions économiques, c'est qu'il y a une directe corrélation entre ces deux choses. Il n'y a aucun pays qui fait exception. Si vous voulez doubler le niveau de vie d'une personne, il faut doubler la consommation d'électricité. Aucun pays ne peut faire de l'argent sans l'électricité. C'est le sang même d'un pays, c'est le sang vital d'un pays. C'est comme dans un corps humain, quand votre sang ne circule plus, votre estomac, votre cerveau, vos organes ne fonctionnent plus. Et s'il n'y a pas d'électricité dans un pays s'effondre. Et il faut savoir que la consommation d'énergie sur la planète va doubler. Et la planète ne va pas produire plus d'eau non plus. Donc il faudra aussi doubler la consommation d'eau. Et c'est une question énergétique. Donc il nous faut plus de désalinisation de l'eau de mer. Et il faut aussi trouver des méthodes scientifiques pour pouvoir recycler, pour pouvoir changer les cycles. Et sur la distribution d'eau, il faut absolument changer les choses. Et il faut prendre plus d'eau des océans, la désaliniser et l'apporter sur les terres et recycler. Donc ça pose la question technologique. Donc il nous faut beaucoup plus d'une société qui, partout, bâtit les structures, les infrastructures qui sont nécessaires. Et il faut vraiment virer tout cet écologisme de gauche qui veut détruire cela. Donc il faut doubler la production, la consommation d'électricité, la production d'électricité et d'eau potable. Et ça nécessite la désalinisation. Et il faut que des gens puissent créer les structures qui permettent d'accueillir ces technologies. Et je pense que c'est possible. Et c'est un défi énergétique, un défi de produire plus d'électricité, mais je pense qu'on peut le résoudre. Merci. Nous devons donc apprendre que la paix est une relation basée sur la collaboration, le partenariat et le partage pour un intérêt commun qui mène à la stabilité et à la durabilité. Et il est très important que cette paix soit dynamique.
pour répondre aux besoins, aux changements, parce que la vie n'est pas statique, c'est un changement. Nous avons donc besoin de cette paix pour y travailler. Nous avons donc besoin, en premier lieu, de mettre fin à ce génocide et d'entamer des négociations sérieuses basées sur les résolutions internationales pour mettre fin à l'occupation, aux injustices et surtout rétablir l'obligation de rendre des comptes, car nous avons besoin de rendre des comptes dans notre monde. Et parallèlement à cela, lancer la question du développement économique qui serait compatible avec la stabilité et la durabilité. Croyez-moi, cela donnera aux gens l'espoir de voir leur vie changer. C'est la clé du succès du développement économique, basé sur la fin de la violence et du conflit, de l'occupation et des injustices. Ayant écouté les présentations depuis 9 heures ce matin à notre horaire ici, je suis frappé par la notion d'un groupe de personnes regardant un bâtiment en flammes. Une partie des gens disant « Alors, mettons de l'eau sur ce bâtiment pour éteindre l'incendie. » Et une autre partie dit « Non, peut-être qu'il faut d'abord trouver les gens qui ont créé l'incendie et que c'est eux qui devraient éteindre l'incendie. » Mais je pense que de notre perspective, des techniciens, des ingénieurs et des scientifiques, nous sommes plus intéressés à éteindre l'incendie tout d'abord et nous pouvons ensuite nous occuper du reste plus tard. Je suis fermement convaincu qu'une solution économique et technique peut être la base à une solution politique qui est souvent difficile à atteindre, donc cela peut aider à atteindre cette solution politique. En 2015, notre compagnie a fait une étude aquatique, une étude de fourniture en eau pour le royaume de Jordanie. Durant cette étude, j'ai été en conflit à un moment avec l'agence qui finançait notre étude parce qu'ils voulaient que nous trouvions des moyens de faire en sorte que la population s'adapte au manque d'eau, à l'eau fournie. Mais je leur disais, non, ce que nous devons faire, c'est nous devons augmenter la fourniture d'eau pour permettre à la Jordanie d'avoir l'eau dont elle a besoin. On ne peut pas forcer les gens à rester dans un état permanent de pénurie. Cela ne fonctionne pas. Il y a différents avantages. Il y a des avantages qu'a la Jordanie pour résoudre les problèmes au Moyen-Orient. L'un, c'est qu'elle a accès à la mer Rouge, ici à Aqaba. Et alors nous avons proposé quelque chose, mais il y avait des discussions aussi avant entre un projet mer Rouge, mer Morte, qu'il s'agit de construire des grands canaux et d'amener l'eau vers la mer Morte avec la gravité et ainsi générer de l'électricité. Mais je pense que ça a atteint une certaine impasse étant donné l'impact sur l'écologie de la mer Morte avec la quantité d'eau ainsi apportée dans la mer Morte. Notre concept, c'est que voilà, il y a des compagnies qui proposent de mettre des centrales nucléaires sur des barges. Une c'est Falcon et l'autre c'est Copenhagen Atomics. On amène donc, ils peuvent amener ces réacteurs modulaires, ces petits réacteurs modulaires sur des barges. On peut l'amener donc sur un site à Aqaba, où ainsi on a une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Avec cette électricité, ensuite on peut dessaler, faire un site de dessalement de l'eau de mer. Les restes de l'eau saumâtre, les restes de la saumure peut être rejeté dans la mer Morte, dans la mer Rouge, ou mis dans des sites, des bassins d'évaporation. Ensuite, on fait un grand canal, un grand pipeline de 300 km jusqu'à Amman. Et ensuite, on laisse le système se développer petit à petit autour d'Aqaba. Et ensuite, il se développe au fur et à mesure par lui-même, au fur et à mesure qu'il y a plus d'irrigation qui se développe. Et avec un accès à l'énergie peu cher. La Jordanie est un pays qui a accueilli beaucoup de réfugiés de Palestine, d'Irak et de Syrie. La population est maintenant 2 fois supérieure à celle qu'elle serait sans les réfugiés.
l'accès à l'eau ne peut pas en rester là où il en est aujourd'hui. Il est totalement inadéquat. L'énergie aussi, l'accès à l'énergie est totalement inadéquat également. La Jordanie n'a pas de production, n'a pas de site, n'a pas de pétrole ni de gaz, donc elle est totalement dépendante aussi pour son énergie. Ça la rend donc un premier candidat pour ce projet que nous défendons. Mais il y a une question qui arrive souvent au sujet du plan Oasis que j'ai eu de beaucoup de gens, c'est pourquoi vous proposez de mettre en place des centrales nucléaires en plein milieu d'une zone de guerre. Est-ce que vous êtes fou? Comment vous pouvez défendre ce genre de choses? Et je pense que la question énergétique, les besoins énergétiques, et le cas notamment de la Jordanie qui a été développée et qui n'a pas, la Jordanie par exemple, qui n'a pas autant d'hydrocarbures, de ressources hydrocarbures que les autres pays autour. Cette question-là pourrait, dans une certaine mesure, répondre, ce fait-là devrait permettre de répondre à cette question, puisque la question des ressources, quand elle manque au niveau de l'énergie, doit être traitée avec des nouvelles technologies. Depuis que l'Afrique du Sud est une nation qui a une centrale nucléaire, qui amène de l'électricité, est-ce que l'on peut, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a bénéficié à l'économie de l'Afrique du Sud et à ses voisins? Cette année, la centrale nucléaire de 200 mégawatts qui a 40 ans, elle est en train de se renouveler, des travaux pour continuer encore 40 ans. Elle produit actuellement l'électricité la moins chère de l'Afrique du Sud et elle est très stable et très sûre, voilà, très facile à contrôler, contrairement à l'énergie solaire qui est très difficile à contrôler. C'est très bénéfique. Vous voyez maintenant qu'après avoir tourné pendant 40 ans de façon très efficace, ça continue à fournir de l'électricité très peu chère. L'Afrique du Sud produit et consomme 40% de l'électricité de tout le continent de l'Afrique. Les pays autour de nous produisent 15%, peut-être 20%, je n'ai pas compris. Les choses honorables, c'est qu'ils peuvent doubler leur consommation d'électricité et la doubler encore et la doubler encore. Donc on a des greenies extrémistes qui disent arrêtez de répandre votre consommation d'électricité parce que nous devons sauver la planète. Et pourquoi est-ce que je devrais sauver la planète, mais alors que mes enfants, est-ce que je ne devrais pas les sauver? À ce point-ci des choses, nous pouvons nous en arrêter là. Avec ce panel, je suis très motivé et encouragé par les déclarations de l'ambassadeur Assassian qui a dit que le plan Oasis a une grande résonance au niveau global, qu'il sera pris sérieusement, et l'ambassadeur Sisulu qui a dit que ça va amener beaucoup d'intérêt. Donc je pense que nous avons mis les fondations. Donc il faut beaucoup plus d'avoir de discussions au niveau international sur les technologies, sur la technique, sur comment on peut résoudre les choses concrètement. Et le monde est devenu un monde plus petit. Il y a des réseaux à travers le monde, donc il faut qu'on ait des gens qui sont dans le domaine des technologies, qu'il faut qu'ils agissent, qu'ils discutent, qu'ils répandent ces idées concrètes de ce qui peut être fait pour le futur. Et donc Jason dit, voilà, qu'est-ce que nous faisons après? Il y a beaucoup d'activités qui ont lieu concentrées sur cette région du monde. Il y a beaucoup de gens qui appellent à un cessez-le-feu. Beaucoup de gens disent la bataille doit arrêter, l'aide humanitaire doit arriver. Nous allons faire une flottille pour amener l'aide humanitaire. Je pense qu'il y a une mesure du succès sera de savoir qu'il y ait beaucoup plus. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qu'il faut. Nous avons besoin du plan Oasis. Nous avons besoin du plan Oasis. C'est le futur de la région. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui le défendent. Ça challenge aussi, ça défie des axiomes que certaines personnes pensent en pensant être progressives. Ils pensent vouloir amener la planète dans une bonne direction, mais en fait, ils ne le sont pas. Ça confronte aussi l'idée verte.
transformer la nature, transformer l'environnement, qui est une bonne chose si c'est fait d'une bonne façon. Et que nous devrions pas avoir peur de faire, de nous inculper uniquement des salamandres en danger. Il y a différentes pensées et il faut continuer à avoir des discussions là-dessus. Il faut amener plus de gens là-dedans et améliorer le projet. Et il faut avoir vraiment cette vision orientée vers le futur qui a été lancée aujourd'hui. Ça change dramatiquement de manière très importante le point de vue politique et ça amène des résolutions des conflits possibles. Merci beaucoup.